Crise de larmes, colère, frustration, mais aussi explosion de joie. À tous les âges, les émotions peuvent s'emballer. Comment calmer ces tourbillons émotionnels? Comment accompagner nos enfants dans la régulation de leurs émotions? Pour nous donner plein de pistes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Cotenceau. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes spécialisée dans les signes associés à la parole, donc nous allons voir tout de suite de quoi il s'agit. Et nous recevons aussi le docteur Saverio Tomasella, qui est psychologue et psychanalyste. Bonjour Saverio. Avec nous également donc, Morgane Raffaella et Emeline Ledoiron, qui à travers leur compte Instagram nous font partager toutes leurs expériences de maman. Morgane, vous avez 2 enfants en bas âge, c'est ça? Oui. Moins de 4 ans? 4 ans et 1 an et demi. L'accompagnement de leurs émotions, c'est votre quotidien en ce moment? Oui. Vous voulez nous en dire un peu plus? C'est vrai que les émotions nous accompagnent au quotidien, que ce soit, comme on le disait, dans la joie, dans la peur, dans la frustration. Surtout à 1 an et demi où on traverse un tourbillon émotionnel, je pense. Et puis à 4 ans où on tente de s'affirmer un petit peu plus, notamment avec maman. Donc on va dire que c'est vraiment le quotidien, je pense, de tous les parents à cet âge-là, d'être confronté, si je peux dire, aux émotions de son enfant. Bien sûr. Emeline, je me tourne vers vous. Est-ce que vous voulez bien aussi vous présenter? Vous êtes maman de 2 jeunes enfants d'âge rapproché. C'est exact. Comment vivez-vous tous ces débordements émotionnels? J'ai une petite fille qui a 21 mois et un petit garçon qui a tout juste 5 mois. Ma plus grande, entre guillemets, commence tout juste à être justement dans ce petit tourbillon. Aussi bien les débordements, on va dire, positifs que négatifs. Et on essaie justement de les accompagner et de ne pas forcément gérer au mieux avec nos enfants. Je vous remercie. Donc, alors, avant de voir en détail les exercices, les gestes et les postures à adopter quand son enfant est en pleine tempête émotionnelle, nous pouvons peut-être rapidement rappeler le rôle du parent dans l'accompagnement des émotions. Saverio, vous êtes l'auteur donc, de nombreux livres sur les émotions, notamment J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir aux éditions Le Duc. Alors justement, quelle est l'importance du parent dans l'accompagnement, dans cet apprentissage même de la régulation des émotions? Le parent est fondamental pour l'enfant dès avant sa naissance, quand on peut déjà communiquer par l'autonomie ou d'autres façons avec le bébé in utero, c'est déjà très important, être présent au moment de la naissance. Le parent est là pour porter l'enfant longtemps, le porter, le supporter, le soutenir, l'accompagner dans la découverte de la vie, la découverte de ce qu'il vit et ressent lui-même et de ce qu'il vit et ressent dans la relation avec l'environnement et avec les autres. Et à ce titre-là, le parent est un médiateur pour les émotions, c'est-à-dire qu'il va montrer, le plus souvent montrer, même avant de parler, montrer comment on fait avec une émotion, comment cette maman l'a fait, ce papa l'a fait, mais aussi parfois expliquer. Tu as mal au ventre ou tu as faim. Alors parfois on se trompe, on donne une mauvaise explication, mais c'est pas grave parce que c'est dans cette tentative de traduction du ressenti de l'enfant que l'enfant comprend que ce qu'il vit à l'intérieur, même bébé, moi je suis psychanalyste pour enfants, je reçois des bébés, que ce que l'enfant ressent, ça peut être exprimé d'une façon ou d'une autre par des gestes, par des cris, et puis plus tard par des mots. D'accord, merci Saverio. Et justement, peut-être revenir sur un terme qu'on est beaucoup à utiliser, le terme gérer les émotions de son enfant. Peut-être si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors là, je lance un grand appel à toute la francophonie, un immense appel à toute la francophonie pour qu'on oublie gérer, qu'on garde les émotions. Quand j'étais jeune, on parlait, c'était une expression qui n'existait pas. Donc elle est arrivée il y a une quinzaine d'années, et elle nous a fait frémir et aussi beaucoup pester parce qu'en fait elle n'est pas aidante, parce que c'est pas un portefeuille d'action, c'est pas un stock, voilà. Les émotions sont des choses que l'on vit, qui se passent en nous, qui sont chaque fois différentes et nouvelles, qui nous surprennent, et je crois que les mots sont porteurs. Et dire simplement je vis mes émotions, j'accompagne mon enfant dans ses émotions, j'apprivoise mes émotions, je peux être dépassé, débordé, envahi par mes émotions, j'essaye de me dépatouiller, de me débrouiller, de créer, d'inventer, de cheminer avec mes émotions. Tout ça me semble tellement plus juste et tellement plus porteur, ne serait-ce que dans la façon de les présenter. Et en même temps, ça n'est pas culpabilisant. C'est-à-dire que si je chemine avec une émotion, je fais comme je peux à ce moment-là. Et puis voilà.
D'accord. Et justement, alors, donc, parmi la multitude d'outils dont les parents disposent pour accompagner leurs enfants, on peut parler des signes associés à la parole. Donc Isabelle, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur déjà cette technique de signes associés à la parole? C'est ça, l'idée c'est que l'enfant, avant d'être dans le verbal, il est vraiment le roi du non-verbal. C'est-à-dire que tout son corps parle pour lui, mais parfois il peut aussi se sentir un peu limité parce qu'il n'a pas tous les outils pour s'exprimer. L'idée c'est que le parent peut donner un outil au quotidien au bébé, en fait, qui consiste à parler normalement, mais ajouter sur certains mots-clés qui sont très importants un signe que l'enfant va pouvoir repérer. Ça matérialise en quelque sorte un besoin. Par exemple, on peut lui dire là tu vas téter, ou tu vas prendre ton biberon. Et l'idée c'est que l'enfant repère qu'il y a un mot qui désigne un concept, mais il y a aussi un signe qui peut le désigner en attendant d'avoir la parole. Et l'idée c'est que l'enfant, non seulement il apprend les mots, mais en plus, il peut apprendre à signer. S'il le souhaite, bien sûr, c'est quelque chose qui est en libre accès pour lui. Mais si un jour il a un besoin, il a cette possibilité-là de nous le dire. Donc bien sûr, il y a les besoins, mais il y a aussi les ressentis. Et parfois, on peut être surpris. Moi-même qui suis à la fois maman, mais aussi professionnelle de la petite enfance, j'ai accompagné des milliers d'enfants dans les crèches et je me suis rendu compte qu'ils ont tous des peurs différentes, ils ont tous des colères différentes, liées à des déclenchements différents. Et c'est parfois complexe pour nous justement d'accompagner ces petits et leur donner un signe, c'est aussi lui dire, tu vois, tu as eu peur de quelque chose, bah, tu peux nous le dire en fait. Tu peux le dire en tapant sur ta poitrine très fort et en montrant avec ton visage. Et nous, on peut adapter, on peut s'ajuster à toi et essayer de trouver une solution avec toi. T'accompagner en tout cas. Et justement, donc, ce qui est très intéressant, c'est que les signes associés à la parole sont peut-être connus pour justement exprimer un besoin physiologique, mais on peut aussi donc les mettre en lien avec les émotions. Et donc, dans votre dernier ouvrage qui s'intitule « Signer et accompagner les émotions de votre enfant », qui est paru aux éditions Hachette, vous expliquez justement les bénéfices donc, de cette méthode, des signes associés à la parole, avec les émotions, aux émotions. Donc, comment on peut transmettre cela aux jeunes enfants, à partir de quel âge, quel est l'intérêt justement donc, de ces signes associés aux émotions? Pour moi, il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire qu'on commence à parler à son enfant dès qu'il est tout petit, dès qu'il sort du ventre, même avant on peut lui parler. Eh bien, on peut aussi lui parler de nos propres émotions. Et je trouve que c'est très important que les parents, souvent, ont peur de dire bah, « aujourd'hui je suis fatiguée » ou « aujourd'hui j'ai été stressée par ma journée de travail ». Sauf que l'enfant, il a un ressenti par rapport à son parent qui n'est pas comme d'habitude. Et en fait, le fait qu'il n'y ait rien de dit, d'évoqué, c'est très inquiétant pour lui, parce qu'il va s'imaginer tout un tas de choses. Donc l'idée, c'est aussi de parler déjà de soi. Donc aujourd'hui, eh bien, je suis fatiguée. Et de faire le signe fatigué, en fait, ça donne une indication à l'enfant que « Ah, mon parent, peut-être qu'il va être moins patient. » Et on peut même le verbaliser, ça, de dire « Peut-être qu'aujourd'hui, je vais avoir moins de patience. » Parce que ce qui est toujours un peu déstabilisant pour l'enfant, c'est « Hier, mon parent riait avec moi, c'était la joie, on sautait ensemble pour quelque chose. Il sautait avec moi, il était heureux. Et puis aujourd'hui, quand je saute, ça l'agace. Pourquoi ? Pourquoi c'est différent d'hier ? Parce que le parent n'est pas dans la même émotion, n'est pas dans le même ressenti aujourd'hui. Si ce n'est pas verbalisé, l'enfant ne comprend pas ces différences en fait, chez son parent en fait, et dans la situation. Il a du mal à saisir pourquoi ça se passe comme ça. Donc juste de dire, oui c'est vrai, hier on s'est bien amusé, c'était vraiment chouette, ça m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, eh bien, je suis fatiguée ou j'ai du stress, je suis stressée par telle situation, par mon travail, ou par les transports, il y a eu des bouchons, etc. Et voilà, pouvoir le verbaliser et le dire à son enfant. Du coup, est-ce que vous pouvez nous montrer les principaux signes en lien avec les émotions que les parents pourront reproduire avec leur tout petit? Oui, alors l'idée c'est déjà, avant de montrer les signes, j'ai envie vraiment de parler des expressions du visage. Les signes c'est important certes, mais encore plus l'expression. C'est-à-dire que si on dit à son enfant, tu sais, je suis vraiment contente de passer du temps avec toi. Mais on a un visage extrêmement inquiétant ou neutre, ben en fait, il n'y a pas d'incarnation de ce qu'on est en train de dire. Donc, le signe, c'est bien, mais si on le fait sans émotion, ça ne sert à rien, en fait. Donc, l'idée, c'est que déjà, on va avec un tout petit bonhomme. Bon, ici, moi, j'ai Bibou, désolée, je n'ai pas un vrai bébé, moi. Mais vraiment, toujours être en face à face et à sa hauteur, ça, c'est extrêmement important. Parce que si on est de notre hauteur, eh bien, en fait, on ne voit pas les choses de la même façon, on ne peut pas s'ajuster. C'est important de considérer l'enfant comme un être à part entière, donc de venir à sa hauteur, et puis de lui dire, tu vois, bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que toi, tu es triste. Tu es triste ?
Voilà. Et la tristesse, ça va pas être seulement le signe, en fait, où on plie les doigts comme ça, et on met comme un masque sur son visage. Mais c'est aussi de l'accompagner de l'expression du visage. Triste. Il faut vraiment que ça se voit. Parce qu'en fait, l'enfant, ça va lui permettre de se dire, ah, c'est ça, de se connecter à sa propre émotion. C'est ça que je ressens, oui, je suis triste. Voilà. Peut-être qu'il va le comprendre maintenant, mais peut-être beaucoup plus tard. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que mon visage va lui donner des références aussi par rapport aux émotions qu'il peut ressentir. Donc la tristesse, bien sûr, la tristesse. Ça peut être la tristesse de se séparer de maman. Hein, par exemple, oui, tu vas aller à la crèche aujourd'hui. Bah oui, je sais, ça te rend triste d'être à la crèche. Moi aussi, tu sais, si je pouvais rester avec toi, ce serait vraiment beaucoup plus chouette. Voilà, mais c'est verbalisé, c'est dit. Il y a un signe qui est posé dessus, ça veut dire que l'enfant, il a de quoi se saisir s'il a un jour envie de parler de sa tristesse. Avant même de pouvoir le verbaliser. Je te pose là, si tu veux bien, Bibou, merci. On peut aussi parler de la peur, par exemple. La peur, c'est souvent un des premiers signes qui apparaît chez l'enfant, parce que c'est quelque chose qui est plus facile à reconnaître pour lui. Donc, j'ai vu des bébés, parfois, de 14-15 mois, signer la peur. Et des fois, des choses où on ne soupçonne pas qu'il ait peur de ça, en fait. Hein. Et la peur, c'est ça, peur. Donc, il faut vraiment reculer. Et puis, en même temps, on tape au niveau du cœur, parce que quand on a peur, c'est le cœur qui bat très, très vite, très fort. Parfois, on l'entend presque même dans nos oreilles. Hein. Donc, on peut dire, t'as eu peur ? Et si on a vu l'enfant sursauter, par exemple, et se mettre à crier, on sait qu'il a eu peur et on peut le verbaliser et faire le signe en même temps. Peur. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il a une peur, il sait comment nous le dire. Il peut hurler, il peut aussi en même temps faire le signe de la peur. Et nous, on peut l'accompagner, ajuster notre réponse par rapport à cette émotion et lui dire que oui, c'est normal. Parfois, maman, papa, on peut tous avoir peur. Ça, c'est normal. C'est vraiment important aussi que toutes les émotions soient légitimes. Alors, on a fait la peur, mais on peut faire aussi l'énervement, l'agacement, être fâché. Donc ça, on serre les poings et puis on monte comme ça. Je suis fâchée, je suis énervée. Et c'est important aussi, soi-même, de le verbaliser. Tiens, là, le voisin, il fait du bruit. Moi, j'avais envie de me reposer. Ça m'énerve, je suis agacée. Parce que l'enfant va sentir qu'on est un peu plus électrique ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, c'est verbalisé, on a mis le signe. Ça veut dire que l'enfant, il ne va pas s'en saisir tout de suite. Par contre, on lui permet déjà de comprendre ce que c'est, ça. Ou ah oui, je vois qu'effectivement, mon parent est un peu... Il ne faut pas trop l'embêter, là, je le sens. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un déclencheur, on va dire. Et puis, mon parent s'est exprimé et m'a dit qu'il était énervé, là. En fait, c'est très chouette parce que ça aide à la fois le bébé, le tout petit, à exprimer son émotion, mais ça aide le parent à mettre des gestes et des mots sur sa propre émotion. C'est à double sens, en fait. Et de vraiment bien penser à avoir, je vais dire, l'attitude et aussi l'expression du visage adaptée, parce que ça donne beaucoup d'indications à l'enfant qui est très observateur. Et en fait, il connaît par cœur le visage de son parent, mais il connaît aussi par cœur le visage qui vit une émotion. Et quand parfois, j'attire votre attention sur le téléphone, parce que parfois on prend notre téléphone et notre enfant est près de nous, et en fait on est absorbé par ce qu'on lit, et on a des émotions qui nous traversent, parce qu'on est indigné de voir quelque chose, la souffrance d'un bébé, et on regarde ça et on se dit « Oh là là, mais c'est pas possible, oh là là ». Et en fait, l'enfant ne perçoit pas ce qu'on est en train de voir, il voit juste qu'on vit une émotion, mais il n'est pas capable en fait, de savoir exactement ce qui se passe, et ça l'inquiète énormément. Donc, passer du temps avec son enfant qualitatif, c'est aussi poser son portable et être vraiment dans cette relation de qualité. Donc, pensez bien à nommer. Oui, oh, j'ai vu quelque chose, ça m'a inquiétée. Oh, j'étais inquiète. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec toi, c'est sur mon téléphone. C'est très important de vraiment se dissocier de ce qu'on peut vivre hors relation avec l'enfant. Morgane, ça vous parle, justement les signes associés à la parole ? Est-ce que vous avez déjà testé avec nos enfants ? Du coup, pas avec le premier. D'accord. Et avec ma dernière, du coup, qui a 19 mois, on le fait régulièrement, mais elle signe notamment pour la nourriture. Donc, elle me dit souvent « encore ». Elle signe pour le dodo, elle signe pour le bibi aussi. Donc, elle va me montrer qu'elle a envie du biberon. Donc, oui, elle signe pas mal. Après, elle ne signe pas encore les sentiments, je vais dire. C'est plus dans les actions. Les émotions, elle ne les signe pas, c'est plus dans les actions. Donc, le fait de dormir, le fait de boire un biberon ou de vouloir encore manger, quoi. D'accord.
Et vous, du coup, Emeline, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous parle? Alors ça m'intéresse beaucoup. Après, le fait est qu'on ne l'a pas fait à la maison, qu'on ne l'a pas du coup mis en place pour la première, mais j'aimerais beaucoup commencer à le faire pour le deuxième. Il n'a que 5 mois, mais il regarde tout ce qui est autour de lui, donc je pense que c'est le bon moment quand même pour commencer. Et justement, peut-être que la plus grande va aussi s'y mettre et peut-être que eux deux pourront aussi peut-être communiquer mieux ensemble. Complètement, c'est ça aussi l'intérêt, c'est que elle a 21 mois, je crois, votre Oui, c'est petite ça. aînée. Donc là, 21 mois, elle n'est pas encore dans le langage pleinement, donc j'imagine. Donc c'est bien, vous pouvez vraiment utiliser les signes avec les deux. Avec votre petit bébé, ça va être plus effectivement lié à ses besoins. Donc je vais changer ta couche, tu as fait caca, des choses très concrètes, on va dire. Et puis avec votre petite fille, ça y est, elle a accès à tellement de choses que maintenant, les émotions, ça lui parle plus. Elle connaît, elle a vécu, elle voit les autres qui vivent des émotions, donc pourquoi pas. Ou par exemple, si on voit un petit garçon, oh là, bah oui, qu'est-ce qui se passe? Oh bah oui, il n'est pas content. Oh, il a l'air fâché, hein. Et en fait, nommer, quand vous voyez des situations aussi, ça veut dire qu'on peut aussi, on n'est pas obligé de le faire dans l'instant avec l'enfant, mais on peut le faire dans des situations, on peut le faire en racontant des histoires. Il y a plein d'histoires avec les émotions, où on peut dire, oh, le petit lion, il a renversé son verre d'eau, il n'est pas content, ou il est en colère, hein, ou ça déborde là, hein, la colère, c'est vraiment le volcan, ça, la colère. Voilà, et de pouvoir nommer en chantant aussi, on peut chanter des comptines, hein, comme vous avez dit tout à l'heure, le fait de chanter avec son enfant et d'y mettre quelques signes d'émotion, c'est super chouette pour lui. Alors justement, parce que donc on a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, et donc il y a une maman qui s'appelle Nina et qui nous parle de comptines signées. Ça vous parle, Isabelle, les comptines oui, signées? les comptines signées, c'est justement... on a tous chanté à nos enfants, j'imagine, hein, Bibou, il peut le dire, je chante souvent, mais mettre des signes en plus, bon, bien sûr, c'est donner du rythme à la comptine, mais c'est aussi passer des petits messages. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle du petit escargot porte sur son dos sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Voilà. On fait heureux et on fait en même temps notre signe heureux. Quand on est heureux, on a autour du cœur une boule de chaleur. Ça fait du bien, là, au cœur. Donc, on peut le dire, il est tout heureux. Et puis, par contre, le petit limaçon, lui, il n'a pas de maison pour faire la fête. Je ne la chante pas en entier parce que vous n'avez pas l'air de me suivre, mais sinon on peut la chanter tous ensemble, hein. Et justement, ce petit limaçon, comme il n'a pas de maison, il est triste, il est malheureux. Et alors il fait la tête. Ça, vous voyez bien, hein, faire la tête, hein. Il y en a quelques-uns qui font la tête parfois, non. Oui. Ça, naturellement, les enfants ont cette mimique de faire la tête. Exactement. Donc, si vous voulez, tout à l'heure, on la chantera tous ensemble. Avec plaisir. Alors, Saverio, donc, dans quelques instants, vous allez nous montrer des exercices pour aider justement nos enfants à partir de 3 ans, je crois, à peu près. On peut commencer très tôt, pour donc les aider à mieux réguler leurs émotions. Mais avant, peut-être vous pouvez nous expliquer, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un moment d'explosion émotionnelle. Quelle attitude adopter, quelle attitude justement il vaut mieux éviter, parce qu'on est parfois un peu démunis, on ne sait pas trop comment réagir. Quels conseils vous pouvez donner? Alors déjà, je suis admiratif. Merci Isabelle, parce que je trouve que tous ces signes, ils aident beaucoup à comprendre l'émotion, et le fait de les mettre en mots, en intonation, avec des gestes et les mimiques, je trouve que c'est déjà très aidant. C'est-à-dire que si ça pouvait encourager les parents à prendre ce temps-là, d'expliciter l'émotion avec la mimique, l'intonation, le geste et le mot, je trouve que déjà ça libère le système nerveux, on le sent, hein. C'est donc pour les enfants, parce que n'oublions pas que même chez un enfant de 10, 12, 13, 14 ans, il reste le petit. Parce que ce que nous avons vécu petit, dans des émotions qui ont été difficiles à comprendre, à métaboliser ou à exprimer, ça vient là, c'est comme un peu un lutin, une espèce de bibou qui va ressortir pour nous dire ça va pas, je suis mal à l'aise avec l'émotion qui se passe là. Ce qui fait que ce langage des signes, finalement, il parle à tout le monde, y compris aux adultes. Et la grande idée concernant les parents, c'est, comme on l'a dit ce matin, les parents ont des émotions, et les émotions des enfants réveillent les émotions des parents, que ce soit des émotions dans l'instant ou des émotions du passé. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus le parent explique ses émotions de la journée, du moment, là je suis super content parce que
on a bien chanté ensemble ou parce que j'ai eu une bonne réunion au travail, ou au contraire, je suis très en colère parce qu'on ne m'a pas laissé parler, ou on n'a pas compris ce que je voulais dire, ou au contraire, je suis triste pour telle et telle raison. Je pense que cette gymnastique quotidienne, ce yoga quotidien des émotions, c'est la meilleure des choses dans la relation parent-enfant. Et à la pause, tout à l'heure, on disait que dans le monde de l'entreprise, c'est encore très difficile de parler des émotions, c'est encore tabou. Mais justement, faisons de la famille le lieu de l'expression maximale, optimale de toutes nos émotions. Si les parents entre eux et avec leurs enfants, et si les enfants entre eux expriment leurs émotions, déjà la vie familiale sera beaucoup plus riche et intéressante, mais en plus ça va faciliter la vie de tout le monde. Oui, le fait de libérer en fait la parole autour des émotions. Oui, la déjà au parole sein et de la famille. l'expression, y Ouais, compris ouais. dans le geste, parce que parfois il suffit d'une mimique. Mhm. Et que c'est pas une mimique, c'est bon, ben alors on comprend que papa, maman, Isabelle a raison, hein, c'est important d'expliquer si c'est quelque chose de grave, mais on peut aussi parfois simplement faire un geste qui exprime une émotion très furtive, mais on l'a exprimé et l'enfant sait qu'il voit et sent et sait qu'il peut faire pareil. Par exemple, je me tourne vers vous, Morgane. Vous, au sein de votre famille, donc avec 2 enfants en bas âge, au niveau tempête émotionnelle, au niveau expression émotionnelle, qu'est-ce que vous avez envie de nous faire partager une anecdote autour de votre vie de famille? C'est surtout le plus grand, on va dire, qui est émotionnellement contrarié depuis 3 mois puisqu'on se sépare avec son papa. Et c'est vrai pour moi, il a vraiment une vague d'émotions. Ça peut être de la colère, de la frustration, comme de la joie par moment. En fait, il traverse vraiment plein d'émotions. Moi, j'ai du mal à faire face à ça au quotidien parce que c'est vrai que j'ai mes émotions aussi à moi à gérer. C'est pour ça que c'est important, je trouve, de formaliser les choses, de leur dire quand on n'est pas bien, quand on est triste, quand on est en colère, parce que je le vois à son comportement que si je lui dis la maman elle est pas bien, elle est triste, elle est fatiguée, il va de suite adapter son comportement. Il va se dire là je vais arrêter de la pousser dans ses retranchements, je vais arrêter d'être moi aussi en colère parce qu'elle aussi n'est pas bien. Donc c'est vrai que je trouve que on va dire que les émotions sont décuplées en ce moment et c'est parfois compliqué de les gérer. Donc j'avoue que toutes les clés sont les bienvenues par rapport à ça parce que c'est vrai que parfois, on se sent démuni, surtout en tant que maman solo. Je trouve qu'on se sent vraiment démuni face à certaines situations, en fait, et face à certains comportements, du coup. Alors c'est vrai que oui, donc en tant que parent, voilà, comme vous le disiez, c'est vrai que parfois on a la sensation d'être démuni par rapport à l'émotion que traverse son enfant. Et pourtant, il y a des outils qui existent pour les aider. Donc Saverio, vous allez nous présenter 5 exercices qui aident à calmer le mental, en fait, c'est ça? Alors, la méthode Vito, c'est une méthode qui est dans le corps et qui est fondée sur l'apaisement des ondes cérébrales. C'était l'époque où on a découvert qu'il y avait différentes ondes cérébrales, dont les ondes alpha et bêta. Donc, ce sont des exercices qui vont permettre de se recentrer sur les ressentis avec des gestes très simples. Le premier geste est le signe de l'infini, donc c'est le 8 allongé. On imagine qu'on a une craie et qu'on écrit sur un tableau ou un feutre, qu'on écrit sur du papier. Donc je vais vous demander proposer de le faire avec moi. Vous prenez un feutre de couleur ou une craie de couleur entre le pouce et l'index et vous visualisez sur un tableau devant vous que vous êtes en train de dessiner un grand 8, c'est important qu'il soit grand, qui repasse chaque fois par le centre, donc le signe de l'infini, et on va continuer à le faire. Donc il passe par le centre, et comme par hasard, ça imite des ondes cérébrales calmes. Et puis on finit par le centre. Après, on va nous proposer de faire... Donc on le fait toujours avec l'enfant. Tous ces exercices-là, on les fait et on propose à son enfant de les faire avec nous. On va le faire avec la main gauche. Donc là, on ne va pas forcément le faire ensemble. Donc on lui fait faire de la main gauche. Et après, si l'enfant est plus grand, donc on peut commencer à 2-3 ans, ça dépend... comment on sent son enfant par rapport à l'exercice. Oui, c'est assez ludique, c'est assez facile au niveau... C'est un jeu. S'il ne veut pas le faire, on ne le fait pas. On le présente sous forme de... Ce n'est qu'un jeu. Et comme il y a une boîte à outils, on va piocher l'outil qui nous semble le plus adapté pour l'enfant à ce moment-là. Et s'il ne veut pas le faire, il ne les fait pas. Ou alors on le fait. Alors moi, j'ai besoin, tu sais, de faire le signe de l'infini maintenant parce que ça va me calmer. Et parfois, le simple fait de le pratiquer soi-même, l'enfant va le faire avec nous. Mais on ne force pas l'enfant. Et après, quand les enfants sont plus grands, on leur propose de fermer les yeux. Alors on peut les premières fois faire le signe, les yeux fermés, si vous voulez faire avec moi un petit peu. On fait le signe, les yeux fermés. Et après, on arrête de le faire avec la main et on imagine
mentalement qu'on suit le parcours de ce qu'on vient de dessiner uniquement. Alors les yeux à l'intérieur peuvent bouger, derrière les paupières. On imagine qu'on fait le signe de l'infini. Ces 3 phases apaisent vraiment. Alors, si vraiment l'enfant est dans une explosion, on peut commencer par de la respiration. C'est-à-dire qu'avant de proposer le signe de l'infini, on peut lui dire, là, je sens que tu as besoin de souffler très fort. Alors attention, on a une mauvaise habitude qui vient d'une certaine gymnastique des collèges dans les années 70-80. En fait, ce qui calme, c'est l'expiration. C'est le fait de souffler longtemps et lentement. Oui. Alors on souffle, hein, et on vide ses poumons. Et on laisse les rentrer, on n'a rien à faire. Donc on peut commencer par ça, faire quelques expirations où on dit j'ai besoin de souffler dans le langage courant. Donc on souffle. Et après on fait l'exercice. On imagine parfois on peut leur faire visualiser comme s'ils soufflaient à travers une paille. Alors on peut. La paille, ça va plus contenir, alors que si on a un gros souffle, c'est qu'on relâche plus. Voilà, on a besoin de lâcher quelque chose qui a été pénible, ou une pression, une tension, etc. Bien sûr, avec tout ça, c'est important que notre intuition nous guide. C'est-à-dire que si en soufflant, j'ai envie de lever les épaules et de le rebaisser, ou si j'ai envie de... Il y a des exercices comme ça en sophrologie, où avec les mains et les pieds, on libère un peu les tensions des membres. Surtout si on le sent, on le fait. Le deuxième exercice est très simple aussi, il part du carré. Donc nous allons prendre les mêmes couleurs feutres, ou on peut changer de couleur si on a envie, et on va dessiner le côté du haut, un des côtés latéral, le côté du bas et le dernier côté latéral. Puis on regarde notre carré. Donc on dit à l'enfant, on lui dit ce que je viens de proposer, on lui dit maintenant tu regardes ton carré, tu le vois. Alors si tu ne le vois pas, c'est pas grave, hein. Ça dépend des âges, ça dépend des personnes qui sont plus visuelles ou auditives, etc. Tu le vois très bien. Si tu ne vois pas, c'est pas grave, on recommence. Et à ce moment-là, si un enfant n'est pas du tout visuel, on peut le faire sur une grande feuille. Ça va l'aider. Et après, on va effacer le premier côté, celui du haut, effacer le deuxième côté, le troisième côté, puis le quatrième côté. Et maintenant, tu vois qu'il n'y ait plus le carré. Oui. C'est un exercice extrêmement simple qui est à la fois dans le corps et l'attention et qui fait que l'enfant va s'apaiser et se recentrer sur ce petit exercice. On peut faire la même chose avec un triangle si on avait faire la même chose avec un triangle. Et sinon, il y a un autre exercice plus physique qui existe en yoga. Alors là, je vais être obligé de poser mon micro. Donc on se met debout, on sent bien que les pieds sont posés par terre. Alors ça, c'est aussi un exercice tout simple de taper des pieds par terre qui remet l'enfant dans son corps. Si on a trop intellectualisé ou eu beaucoup de peur ou de choses comme ça, on tape des pieds comme ça. Donc tu sens bien que tu es posé par terre. Alors maintenant, tu peux imaginer que tu as des racines qui descendent jusqu'au fond de la terre. Tu sens bien tes racines, oui. Alors on propose à l'enfant de fermer ses yeux. Et puis maintenant, tu vas lever tes bras comme tu veux. Et tu imagines que tout ton corps, c'est un grand tronc d'arbre. Et que tes bras, ce sont des branches, les branches de l'arbre avec des feuilles. Et tu peux sentir que tu bouges avec le vent, d'un côté comme de l'autre. Ça, généralement, les enfants, même tout petits, aiment beaucoup cet exercice. Et comme chaque fois, on peut le pratiquer une fois, 2 fois, autant de fois que nécessaire. Et là, je vous les propose à la suite, mais avec vos enfants, faites un exercice, puis le lendemain un autre, etc. Et après, vous allez piocher l'exercice qui vous convient le mieux. Donc, taper des pieds, un exercice, l'arbre, le signe de l'infini, le carré, le triangle. Le dernier exercice, c'est un exercice d'affirmation. Alors, vos enfants sont peut-être petits, mais à l'école, très tôt, ils vont avoir besoin de s'affirmer. Il y a beaucoup de problèmes de harcèlement, de choses pas très sympathiques dans les cours de récréation. Donc cet exercice, c'est le I, ou donc le I anglais, ich allemand, io italien ou espagnol, je français. Donc on fait ce signe avec toujours je vais vous proposer de le faire avec moi parce que c'est plus parlant. Donc vous imaginez un trait de couleur qui descend, et on va le refaire en soufflant. Et encore une fois, en disant je. Je. Alors si vous êtes d'une autre langue, vous dites je dans votre langue. Je. On va dire je suis maintenant. Je suis. Et par exemple, si vous voulez apprendre le nom à votre enfant, je ne suis pas d'accord. On va le faire ensemble. Je ne suis pas d'accord. Donc ça peut devenir non. Non. C'est-à-dire pour trouver cette fermeté, cette force qui permet au corps
et à la voix d'être présent dans l'affirmation d'un refus, d'une limite, etc. Et dernier exercice, après j'arrête, je vais poser le micro encore. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui embête un copain, un camarade, on imagine le camarade en face de soi et on lui dit non. Donc on fait faire à l'enfant ce geste de pousser devant soi et de mettre sur le côté. C'est pas simplement pousser devant soi, c'est de mettre sur le côté les personnes qui l'embêtent. Et ça les fait beaucoup rire généralement. Parce qu'ils n'osent pas imaginer, quand ils n'arrivent pas à dire non, ils n'osent pas imaginer on peut vraiment mettre à bonne distance et sur le côté les personnes qui nous perturbent. Voilà quelques exercices. Merci beaucoup, Saverio. Morgane, par exemple, vous, est-ce que vous avez envie d'essayer quelques exercices avec vos enfants? Vous pensez que ça peut les intéresser? Justement, Lucas, en première année de maternelle, il a été victime de harcèlement. Donc c'est vrai que je pense que le fait de pousser les camarades, ce geste-là, et le non de s'affirmer, ça peut l'aider beaucoup. Ouais. Après, on avait acheté beaucoup de livres pour lui apprendre à s'affirmer un petit peu plus, à savoir dire ce qu'il ressent. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué à cet âge-là de réussir à s'affirmer, en fait. Par contre, j'aurais une petite question par rapport à ça. À quel moment on peut leur proposer, en fait, les exercices? Parce que c'est vrai que quand il y a une colère qui déborde, justement, le moment est peut-être pas trop opportun pour pouvoir proposer de dessiner le carré, ou l'enfant sera moins réceptif à ce moment-là, je pense. Oui, dans le moment de la colère, on laisse la colère s'exprimer. Comme le disait Catherine tout à l'heure, la colère est une réaction à une contrainte. Donc on ne va pas imposer quelque chose de plus à l'enfant. On peut le faire le lendemain ou si on comprend que l'enfant a besoin de s'affirmer pour poser une limite, par exemple. Ce qui est important dans ces cas de harcèlement ou de difficulté à poser des limites, c'est que expliquer les choses à l'enfant, ça l'aide un peu. Mais là, il a besoin d'y mettre tout son corps pour être convaincant. Donc ces exercices qui allient le corps, le geste, la parole, la posture, vont l'aider à prendre position face à ses camarades. Et justement, pour ces exercices, est-ce que les enfants arrivent à s'approprier facilement ce type d'exercice et à les reproduire eux-mêmes, que ce soit en situation à l'école? Vous, dans votre pratique, vous voyez que dans ma pratique, oui, j'ai jamais connu d'enfants, quel que soit leur âge, qui s'opposent aux exercices. Si c'est proposé comme une possibilité, que c'est un jeu, et l'enfant très rapidement sent que ça l'aide. Et en plus, les enfants aiment bouger, c'est pour ça que c'est comme les comptines ou la langue des signes. Je pense que dès qu'on met du mouvement et du geste, les enfants aiment vivre les choses dans leur corps. Par exemple, justement, Isabelle, vous, voilà, quel conseil vous pourrez donner? Donc, on a un enfant autour de 18 mois qui fait une crise pour quelque chose d'important, pas important, voilà. Mais bon, bref, son ressenti, son émotion est débordante. Comment on pourrait l'accompagner? Quel conseil vous pourrez donner aux parents pour qu'il accompagne son enfant dans ce moment-là? Je pense que la première des choses, c'est de ne pas l'isoler. Il a 18 mois, il est quand même très petit, il est très jeune. Donc, c'est d'être présent. Maintenant, physiquement aussi, d'être présent, ça veut dire toujours, je me mets à sa hauteur. Je lui dis que je suis là. Je vois qu'il a une colère, il est en colère. On peut utiliser le signe. Là, je vois que tu es en colère, il y a quelque chose qui déborde. Mais d'être là. Je suis là. C'est-à-dire, je vais te laisser t'exprimer, mais je suis là. Sache-le. Donc après, je pense que c'est pas toujours possible d'intervenir. Il faut que la colère s'exprime et qu'elle se libère. Et après, on peut en rediscuter. Après, on peut contenir si l'enfant a besoin. Des fois, être dans les bras aussi, d'être serré, d'être contenu comme quand il était dans le ventre, ça peut rassurer. Le meilleur des remèdes, presque, c'est un petit peu embêtant de dire remède parce que c'est bien qu'il y ait des colères et c'est bien que ça s'exprime et il ne faut pas que ce soit enfoui, au contraire. Mais je pense que c'est aussi important de bien anticiper. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'on n'ait pas tous ces éléments déclencheurs qui créent une espèce de boule de colère, mais des fois, juste bien anticiper, c'est-à-dire bien prévenir. Tu vois, là, on est au parc, je vois que tu t'amuses bien, tu es content. Sache qu'on va bientôt partir. Donc, tu vois, on peut regarder ensemble sur ma montre. Tu vois, là, regarde, il n'y a plus trop de cadrans avec les aiguilles, j'avoue. C'est souvent les chiffres aujourd'hui. Mais quand il y avait les aiguilles, c'était vraiment pratique parce qu'on pouvait dire, tu vois, quand la grande aiguille, elle est là sur le 2, ça veut dire qu'il sera 18h20, ça veut dire qu'il faut vraiment rentrer prendre le bain. Donc là, ce sera le moment de partir. Ça veut dire aussi le responsabiliser avec tout ce qui est temps. Parce que le temporel, c'est compliqué pour l'enfant. Et en plus, on est tout le temps en train de lui dire « Dépêche-toi, on va être en retard ». Et on est stressant parce que nous-mêmes, on est stressés, mais l'enfant, il n'a pas les notions du temps. Donc, c'est très important. Le petit sablier à la maison, c'est tout bête. Mais un petit sablier en disant « Tu vois, je te laisse responsable du sablier.
quand le sable a coulé, c'est l'heure d'y aller, c'est l'heure de partir. T'es d'accord? Collaboration aussi. T'es d'accord? On est d'accord? On tape dans la main? Allez, on tape dans la main. Et c'est toi qui retournes? Ok, tu retournes. Et souvent, avant même que ce ne soit fini, ils viennent nous dire « Maman, il est presque fini. Hein. » Ah, bah heureusement que tu me le dis parce que pour un peu, c'est moi qui étais en retard. Et c'est vraiment chouette d'inverser un peu les rôles et de le rendre responsable. En fait, ils ont beaucoup besoin d'être responsabilisés, qu'on leur laisse faire des choses, qu'on les laisse choisir. Souvent, c'est « Oh, il a piqué une crise parce que c'est moi qui ai mis le dentifrice sur la brosse à dents. Pourquoi tu ne l'as pas laissé faire? Pourquoi ?» Ou qui choisissent, allez, tu choisis. Toi, tu prends tel pyjama ou tel pyjama. C'est toi qui choisis. Parce que le pyjama, on sait que c'est pénible à mettre. Il n'a pas envie de se mettre en pyjama. En plus, ça veut dire séparation, je vais devoir aller me coucher. Eh bien, c'est toi qui choisis ton pyjama. Et tu choisis même ton histoire aussi. Allez, je te laisse libre de choisir. Et le fait de le responsabiliser, lui de laisser des choix, ça désamorce beaucoup, beaucoup de situations. Souvent, on pense gagner du temps. Je lui ai coupé sa viande, ça va aller plus vite. Et là, c'est la crise. Ah, fallait pas couper. Et on n'a pas coupé dans le bon sens. Et voilà, tout le monde. Ah, je vois que tout le monde est au courant de ça. Ça parle à tout le monde, oui. Eh bien, pourquoi on le fait pas, mais en même temps, on lui donne un petit couteau, puis il le fait en parallèle, en même temps. Et rien que ça désamorce. Donc, toujours se dire, le plus possible, laissons-le faire les choses tout seul, parce qu'il aime bien faire les choses tout seul. Et l'encourager, le féliciter. Waouh, tu sais faire ça tout seul, toi? Oh bah alors là, tu m'épates. Moi, je ne savais pas que tu étais si grand. Et ça lui fait du bien. Ça fait du bien à son estime de soi. C'est vrai que parfois, oui, il suffit d'un tout petit truc qui fait qu'on va désamorcer une crise qui était en prévision. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Emeline, vous avez peut-être déjà vécu ça. Ce qu'on vient d'évoquer me parle beaucoup parce que ma petite, donc, qui a aujourd'hui 21 mois, a eu une période assez compliquée pour aller se coucher. Donc on était obligé de la mettre dans notre lit et de l'endormir et ensuite de la transporter jusqu'à son lit, ce qui n'est pas toujours évident. Maintenant qu'on en a 2, en plus, ça devient encore plus compliqué. Du coup, on a mis un rituel en place où justement, elle allait dans sa chambre toute seule en prenant ses affaires, son doudou. Elle allumait toute seule sa caméra. Elle choisissait toute seule ses livres et elle mettait toute seule, voilà, elle préparait toute seule son coin dodo. Et depuis ce jour-là, en fait, on n'a plus aucun souci. Donc, elle dort dans son lit qu'elle a préparé elle-même. Et c'est notamment à ce moment-là que j'ai compris que oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut les laisser faire. Et en même temps, ça les motive. Donc le soir, elle est contente. On va au lit, oui, parce qu'on va choisir son histoire. Donc c'est chouette. Plutôt que de dire, allez, on va au lit, je t'ai choisi tes livres, je t'ai mis ton doudou dans ton lit. Ou tout de suite, c'est beaucoup moins drôle. C'est ça, c'est subi et l'enfant n'est pas acteur. Il a besoin d'être acteur, en fait, dans tout son quotidien. Et plus il est acteur, plus il est heureux, plus il voit qu'on l'encourage et il se sent valorisé et ça, c'est chouette. Alors, c'est vrai que donc, Saverio, vous nous avez montré plein de petits exercices qu'on va pouvoir reproduire donc, à la maison dans des situations bien particulières. Mais il y a aussi, en fait, parfois des événements qui font que les émotions vont être encore plus fortes et parfois plus difficiles à gérer, c'est le stress. Et ça, en fait, même les enfants tout petits sont déjà soumis à ces effets du stress. Alors, quels conseils et quels exercices plus spécifiques on pourrait essayer de voir ensemble pour essayer de relâcher un peu la pression et voilà, redevenir un peu zen? Encore une fois, la langue des signes. C'est-à-dire, je ne sais pas, Isabelle, si vous pouvez nous montrer. Calme, c'est un signe qui marche hyper bien avec les tout petits. Souvent, on dit on fait un petit temps calme. Et en fait, on le dit tout bas quand on le dit. C'est rigolo. Donc, en fait, comme on ajuste notre voix, eh bien l'enfant, tout de suite, ça le calme. Il nous regarde, calme, oui, calme. On fait le calme. Ça, c'est vraiment chouette déjà pour s'apaiser. Oui, parce qu'en fait, nos enfants sont en résonance avec nous aussi. C'est-à-dire que si on fait ce geste-là avec cette voix-là et cette intensité, on les met déjà dans une atmosphère propice au calme. C'est-à-dire que si je demande à l'enfant de ne pas stresser, en étant stressé, ça ne marche pas. Alors, ce que nous apprend la neurobiologie, c'est que le système nerveux a besoin qu'on en prenne soin, notre système nerveux a besoin qu'on en prenne soin, parce que sinon le stress s'installe. Le stress n'est pas mauvais en lui-même, puisqu'il permet une réponse physiologique de préparation à une situation inattendue ou plus difficile que d'habitude, mais c'est quand il s'installe qu'il pose problème.
Donc, au niveau de ce qu'on appelle la somatic experiencing, qui permet d'activer le nerf vague, excusez-moi, c'est un peu technique, mais d'activer la partie du système nerveux autonome parasympathique qui permet justement de baisser le niveau de stress, il y a des choses très simples. La première, je vais l'expliquer avec le micro puis le faire. Je vais mettre la main d'un côté sur le bras de l'autre côté, les deux côtés, je vais tapoter, je vais vous proposer de faire avec moi. Donc, on tape sur le bras opposé. Et puis on peut le faire vers le coude et remonter vers l'épaule. Et on va faire maintenant un tout petit peu plus vite. Alors les gestes que je propose sont des gestes lents pour que le système nerveux autonome en tienne compte. Voilà. Et vous allez remarquer au bout d'un certain moment que nous sentons mieux nos contours. Parce que une des difficultés du stress, c'est qu'on a l'impression de se dissoudre dans la situation qui nous stresse. Et là, alors on peut le faire aussi sur les cuisses et les genoux, mais on retrouve du contour, c'est-à-dire qu'on sent les limites de notre corps, et en même temps, bon, les biologistes pourraient vous expliquer de quelle façon ça stimule le nerf vague ventral. Ça, c'est à faire en cas de situation stressante, ou Alors, en amont. Toujours en amont, enfin toujours. Je propose que de façon ludique et en amont, on fasse ces petits exercices, parce que comme ça, dans la situation stressante, l'exercice est connu, on n'a pas besoin de l'expliquer, de le faire faire. On sait que c'est une ressource qui fait partie de notre boîte à outils, et que voilà, tiens, si on faisait ça, et l'enfant le fait avec nous. Le deuxième grand exercice de la somatic experiencing qui vient du fait que dans notre cou, il y a énormément de ramifications du nerf vague ventral, on va regarder dans tous les coins, dans toutes les directions de la pièce, en commençant par un coin, je regarde en haut, vers le milieu, vers le bas, et puis je vous propose de le faire avec moi, vous faites dans le sens que vous voulez, peu importe, mais on regarde un peu partout, ça fait travailler les yeux, le visage, le cou, la nuque, et vous allez remarquer, là je le fais un peu vite, on le peut faire beaucoup plus lentement. On va le faire uniquement dans un sens, mais on peut le faire dans les deux sens. On remarque qu'au bout d'un certain temps, ça j'ai senti mon diaphragme se relâcher. Simple, je n'étais pas dans une situation de stress, ce qui prouve bien que ça marche aussi dans des situations habituelles. Le diaphragme là s'est relâché. Donc c'est uniquement physique, physiologique, on n'a pas besoin d'expliquer quelque chose. Ça permet de relâcher la pression. D'accord. Oui, l'intérêt, c'est que l'enfant peut le faire tout de suite, le mettre en pratique tout de suite sans... L'enfant peut le faire avec nous, et après, les enfants le font tout seuls. Ou alors même, c'est comme le coup du sablier, c'est-à-dire qu'un jour, ils vont vous dire « Mais papa, tu devrais regarder dans toutes les directions, ou tu pourrais faire le signe de l'infini. » Et ils ont raison. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a un peu trop de pression, ils proposent l'exercice le plus ajusté. Alors après, il y a un jeu qui s'appelle le jeu des 10 couleurs. C'est bien parce que la Fondation McDonald nous offre des environnements avec beaucoup de couleurs. Donc on choisit et on nomme 10 couleurs différentes. Donc on va dire le bleu roi, le jaune de bibou, le rouge, le vert, donc bleu roi, jaune, rouge, vert, le grège du coussin ou le beige clair, le noir, 6, un vert canard ou un verre d'eau, 7, le marron du sol, 8, alors c'est justement à la fin que ça devient plus difficile, l'ocre, 9, et le blanc, 10. Et c'est un peu comme les exercices de la méthode Vito, c'est-à-dire qu'on focalise notre attention sur quelque chose, et en proposant à l'enfant ou à l'adulte, parce qu'on fait ça aussi en thérapie avec les adultes, des adultes qui ont été traumatisés, le fait de chercher dans la pièce, en focalisant son attention sur des couleurs, la nomination de ces couleurs, etc., eh bien, ça fait tomber parfois le petit vélo ou la rumination qui nous stresse, et en même temps, ça active le nerf vague ventral. L'autre exercice qu'on ne va pas faire, mais qui est exactement comme celui des couleurs, c'est les textures ou les matières. Et là, on va les toucher en plus. Et donc, on peut se déplacer dans la pièce, toucher du tissu, du métal, du verre, etc. Et on propose à l'enfant de faire ça. Oui, c'est intéressant le côté texture, tactile. Parce qu'on active un autre sens, qui est un sens, le toucher est un sens qui apaise beaucoup. C'est pour ça, prendre l'enfant dans les bras, lui caresser la joue, la tête, il n'y a rien de plus calmant que de faire des papouilles sur la tête, dans les cheveux, etc. Ou caresser la main. Ce sont des choses des petits massages, c'est vrai, pour les bébés aussi. On peut faire les massages. Voilà. Alors aussi, et puis ça lui donne aussi le contour, le massage. Exactement. Là, c'est de la tête aux pieds, donc il a le contour qui est défini.
Et qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Ah oui, alors le dernier qui est important aussi, là je vais devoir poser mon micro, c'est un exercice dans lequel on va bouger très lentement les mains vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Donc ça marche avec les tout petits, même les bébés. Il suffit, on peut le faire en prenant leurs mains, mais quand ils nous voient faire ça devant eux, c'est un peu hypnotique, hein, un peu plus lentement, c'est vraiment important de le faire très lentement. Vous allez voir au bout d'un moment, ce mouvement d'oscillation qui correspond d'ailleurs à la respiration primaire des ostéopathes, ce mouvement d'oscillation des mains que l'on peut regarder, il a un effet calmant presque dans toutes les situations, même de grand stress. Et il est très facile à proposer aux enfants. Et à reproduire aussi, c'est vrai, peut-être. Et tous ces exercices, on les fait en même temps. Merci beaucoup, Saverio. Peut-être on va prendre, parce qu'on a beaucoup de questions sur les réseaux. On a Samia qui a un fils de 7 ans et qui nous dit que son enfant ne régule aucune émotion, qu'elle soit positive ou négative, en sachant qu'aucune émotion n'est négative, mais donc du coup on imagine la colère peut-être ou la peur, etc. Et donc la régulation de l'émotion est très compliquée. Par exemple, voilà, quand la colère éclate, il devient incontrôlable et nous devons le contenir pour faire redescendre la pression et qu'il revienne à lui. Donc c'est très difficile à comprendre et à gérer sur l'instant T. Parce que peut-être, Isabelle, vous disiez que parfois on peut essayer de contenir l'enfant, mais c'est vrai que parfois il y a des enfants qui n'ont pas du tout envie d'être touchés au moment d'une crise de colère. Comment peut-on réagir? Saverio, est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Alors là, je suis obligé de poser une hypothèse qui est que peut-être la façon dont les parents envisagent la régulation des émotions n'est pas celle qui convient à leur enfant. C'est-à-dire que je crois que leur enfant se débrouille d'une façon ou d'une autre pour réguler ses émotions. Il le fait à sa façon, mais ça ne convient pas aux parents, soit parce qu'on lit des choses sur les émotions et on se dit il faut faire comme ça. Ben non, c'est pas si simple. Soit parce que c'est des parents qui ont peur de leurs propres émotions et que si mon enfant ne régule pas assez vite, assez tôt, assez bien ses émotions, ben, je vais être confronté moi-même à mes émotions et je ne sais pas comment faire. Donc finalement, c'est aller piocher dans les exercices qu'on a proposés ce matin. Peut-être que Isabelle peut nous proposer quelque chose à faire avec la langue des signes. Alors déjà, rien que je me calme, c'était formidable. Après, les chanter, ça aide beaucoup. C'est-à-dire qu'avec souvent en crèche, c'est la première chose qu'on fait. C'est-à-dire quand on sent qu'il y a une grosse tension, il y a beaucoup de pleurs, des cris, la première chose, c'est qu'on apaise en chantant. Parce que chanter, ça amène, je pense que ça doit aussi, hormonalement, ça doit certainement aussi peut-être sécréter chez l'enfant des hormones du plaisir. Et ça fait du bien, en fait, on sent que ça apaise, ça fait comme la chape de plomb là, qui devient qui s'apaise. Donc chanter, ça peut être une bonne idée. Et aussi, parfois, alors peut-être pas dans une très grosse colère, mais parfois on peut aussi un petit peu faire diversion. Je pense par exemple à des mamans qui sont parfois très déçues quand elles viennent chercher l'enfant à la crèche et que l'enfant, il n'a pas du tout envie d'y aller, alors que toute la journée, il nous a réclamé son parent. Mais là, ben non, quand maman arrive, je pars dans tous les sens, je lui fais pas la fête qu'elle attend. Et là, il y a une grosse déception souvent. La maman me dit, mais en fait, il n'a pas envie de me voir, il m'en veut. Mais il ne vous en veut pas du tout, il a parlé de vous toute la journée, il n'attendait que ça. Mais tout d'un coup, il y a un débordement d'émotions, c'est tellement la joie que c'est l'excitation et on part dans tous les sens. Et en fait, on n'a pas du tout la réaction que le parent voudrait avoir. Et en général, moi, je passe par le doudou. C'est-à-dire, je dis au doudou, oh bah dis donc, tiens, oh bah dis donc, hein, il a l'air très énervé, Noah, hein, il a l'air content de voir sa maman. Hein. Et en fait, le fait de mettre un médiateur entre nous, Noah, ça l'interpelle. Comment ça, elle parle à mon doudou, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je dis à la maman, mais n'hésitez pas à parler au doudou aussi. Alors, elle dit, bah oui, dis donc, Noah, t'as passé une bonne journée à la crèche, toi? Parce qu'on sait bien aussi que les enfants ne racontent jamais leur journée, c'est très frustrant. Et là, le petit Noah revient et puis il s'interroge, tiens, on parle à mon doudou, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et des fois, par ces petites diversions, ben, on arrive à attirer son attention, à apaiser l'excitation, mais il faut aussi qu'elle s'exprime après tout. Mais ça peut être très déstabilisant pour l'adulte. Oui, justement, oui, l'important est que l'émotion arrive à sortir, c'est ça. Et bah, écoutez, justement, notre atelier est déjà terminé. Merci beaucoup Saverio, merci beaucoup Isabelle, parce que vous nous avez donné plein de conseils qu'on va essayer de tester avec nos enfants. Je pense que Morgane, Emeline, vous avez peut-être abordé des petites pistes qui vont vous aider.
Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences de maman avec nous. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous allez pouvoir revoir cet atelier en replay sur tous nos réseaux sociaux de la Fondation Ronald McDonald et de parents dès le mercredi 19 octobre. Et puis n'oubliez pas aussi de rester connecté ou de vous reconnecter d'ici quelques minutes pour notre second atelier qui s'intitule « La boîte à outils pour aider nos enfants à mieux réguler leurs émotions ». Merci à tous. Merci beaucoup.